Après l'Ukraine, la Russie pourrait-elle s'attaquer à la Finlande? En tout cas, des images satellites publiées par le média américain The New York Times semblent montrer un renforcement de l'infrastructure militaire côté russe près de la frontière avec la Finlande. Mais alors de quoi s'agit-il? Comment réagit la Finlande? Et la menace est-elle imminente? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une d'aujourd'hui. Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Finlande a décidé de rejoindre l'OTAN, cette organisation militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, mettant donc fin à des décennies de non-alignement militaire. En fait, après la guerre froide, la Finlande avait choisi d'adopter une politique de neutralité militaire en restant en dehors des alliances militaires et donc de l'OTAN. Mais en avril 2023, la Finlande a donc finalement rejoint l'alliance, ce qui lui permet dorénavant de bénéficier notamment de l'article 5 de son traité qui stipule qu'une attaque contre l'un des membres de l'OTAN est une attaque contre tous. En gros, si un pays membre de l'OTAN est attaqué, ça veut dire que les autres doivent le protéger. À noter que lorsque la Finlande avait annoncé son souhait de rejoindre l'OTAN, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'une erreur, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, avait affirmé que ça pourrait avoir des conséquences. Et justement, ces derniers mois, des images satellites ont révélé un renforcement des infrastructures militaires près de la frontière entre la Russie et la Finlande. Cette frontière de 1340 km² est la plus longue ligne de contact entre l'OTAN et la Russie. Concrètement, de récentes images satellites publiées par le New York Times en début de semaine et confirmées par l'OTAN montrent une multiplication de tentes, de véhicules, d'abris pour avions de chasse, mais aussi des rénovations de bases dans des zones proches de la frontière. Alors pour le moment, les déploiements actuels restent modérés si on les compare à ceux observés à la frontière ukrainienne en février 2022, mais pour les forces de défense finlandaises, la Russie construit davantage d'infrastructures pour pouvoir faire venir plus de troupes après la fin de la guerre en Ukraine. Cette militarisation russe n'est pas considérée comme une surprise côté finlandais puisque la Russie avait prévenu qu'elle agirait après son adhésion à l'OTAN. Il n'y a donc a priori pas de menace immédiate, mais la Finlande doit se préparer au pire, selon le chef de la stratégie des forces de défense finlandaises, Sami Nurmi, interrogé par le média britannique The Guardian. Il a d'ailleurs indiqué surveiller de près les activités militaires de la Russie. Selon le New York Times, la Finlande se donne 5 ans avant que les forces russes soient prêtes, mais alors comment se prépare-t-elle à une éventuelle attaque? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que depuis son adhésion à l'OTAN en 2023, la Finlande a considérablement renforcé sa posture militaire et sécuritaire face à la Russie. Une clôture de 200 km équipée de capteurs et de caméras pour distinguer les humains et les animaux susceptibles de traverser la frontière et par exemple en construction le long des points sensibles de la frontière. Les gardes-frontières finlandais ont annoncé avoir achevé les 35 premiers kilomètres ce mercredi. Cette initiative, elle fait suite à l'arrivée soudaine d'un millier de migrants sans visa à la frontière finlandaise fin 2023. Il s'agissait notamment de migrants venus de Syrie et de Somalie. La Finlande avait alors accusé la Russie d'être derrière cet afflux de réfugiés, ce que la Russie a toujours démenti. En réponse, la Finlande avait décidé de fermer tous ses points de passage terrestres avec la Russie, n'acceptant les demandes d'asile qu'aux ports et aux aéroports. En dehors de cette clôture, la Finlande prévoit de porter d'ici 2029 ses dépenses de défense à 3% de son PIB, donc l'ensemble des richesses produites par le pays en un an. Elle envisage aussi d'élever l'âge limite des réservistes à 65 ans, ce qui porterait leur nombre à 1 million d'ici 2031, soit près d'un Finlandais sur 5. Aujourd'hui, les Finlandais qui font leur service militaire restent dans la réserve jusqu'à 50 ans ou jusqu'à 60 ans s'ils sont sous-officiers ou officiers. À noter que la Finlande a également annoncé en avril se retirer du traité d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles qui sont très destructrices et qui continuent de tuer ou de mutiler des décennies après la fin des conflits, y compris des civils. À noter qu'une trentaine de pays n'ont pas ratifié cette convention, parmi lesquels les États-Unis, Israël, la Chine, l'Inde, le Pakistan ou encore la Russie. Et récemment, plusieurs pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et les pays baltes, ont annoncé leur intention de réévaluer ou de se retirer de ce traité. Enfin, dernière chose à noter, d'un point de vue militaire, la Finlande est très bien équipée. Elle possède une artillerie puissante et d'importants stocks d'armes et de munitions. Maintenant qu'on a dit ça, la menace est-elle imminente? Je le disais, la Finlande anticipe une montée en puissance des forces russes d'ici 5 ans, mais d'après le chef d'état-major adjoint des forces de défense chargé de la stratégie, Sami Nurmi, il n'y a aucune menace immédiate contre la Finlande ou l'OTAN. Même son de cloche du côté des États-Unis, ce mardi, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas du tout inquiet de la situation, ajoutant que la Finlande allait être en sécurité. En tout cas, la Russie n'a pas ouvertement pris la parole sur le sujet ces derniers jours. On verra donc comment tout ça évolue. Je vous laisse avec Elisara pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu, la situation dans la bande de Gaza et les déclarations
déclarations des membres du gouvernement israélien à l'égard des Gazaouis vont dans le sens d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. C'est ce qu'a déclaré vendredi Saskia Cluitt, la rapporteure de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est la principale organisation de défense des droits de l'homme sur le continent. Elle regroupe 46 États membres, mais ce n'est pas une entité qui fait partie de l'Union européenne. La rapporteure a dénoncé un massacre et une immense tragédie, appelant notamment à la fin immédiate des plans visant à expulser la population de Gaza du territoire. Pour rappel, le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a approuvé début mai un plan de conquête de la bande de Gaza. Saskia Cluitt a également demandé aux États membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le rétablissement du cessez-le-feu et le respect du droit international. De son côté, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a également estimé vendredi que les Gazaouis subissent aujourd'hui peut-être la période la plus cruelle du conflit, alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations militaires à Gaza et que 80% du territoire est désormais interdit à sa population. Depuis ce lundi, l'armée israélienne autorise à nouveau l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais Antonio Guterres a dénoncé une pincée d'aide autorisée par Israël, alors qu'un déluge est nécessaire. Pour rappel, l'entrée d'aide humanitaire était bloquée par l'armée israélienne depuis le 2 mars dernier et sa population, d'environ 2 millions d'habitants, est menacée par une grave famine, selon plusieurs organisations. Deuxième actu, Donald Trump l'avait annoncé la semaine dernière alors qu'il était en visite en Arabie Saoudite, c'est désormais chose faite. Les États-Unis ont officiellement levé les sanctions américaines contre la Syrie ce vendredi. Alors un peu de contexte avant pour bien comprendre, la Syrie fait l'objet de plusieurs sanctions internationales depuis 1979, renforcées à plusieurs reprises sous le régime de Bachar al-Assad, renversé le 8 décembre dernier par une coalition de forces islamistes qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais le nouveau gouvernement syrien peine à s'imposer dans le pays. L'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada ont aussi annoncé une levée graduelle des sanctions économiques dans certains secteurs, comme l'énergie ou les institutions financières, mais les sanctions américaines étaient jusqu'ici celles qui impactaient le plus l'économie syrienne. La levée des sanctions américaines doit permettre, je cite, de réaliser des investissements favorables à la stabilité et à faire progresser les efforts de redressement et de reconstruction de la Syrie, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans le détail, le Trésor américain a déclaré dans un communiqué que des autorisations pour encourager de nouveaux investissements en Syrie vont être mises en place et, en parallèle, le département d'État a décrété une dérogation de 180 jours de la loi César. La loi César, c'est une loi de 2020 qui prévoyait des sanctions économiques sévères contre toute entité ou entreprise coopérant avec le régime de Bachar al-Assad. Le ministre syrien des Affaires étrangères a félicité la décision du gouvernement américain, la qualifiant comme un pas positif dans la bonne direction pour réduire les souffrances sur les plans économiques et humanitaires. Et côté américain, cette levée des sanctions doit permettre aux partenaires étrangers et aux alliés des États-Unis, ainsi qu'à la région, d'exploiter davantage le potentiel de la Syrie, selon le département d'État. Cette décision pourrait également permettre aux États-Unis de s'imposer en Syrie comme un rempart à l'influence d'autres pays, comme la Chine ou l'Iran, selon plusieurs experts. Et enfin, dernière actu, 8 accusés ont été condamnés ce vendredi dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian. Les faits avaient eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. 2 hommes s'étaient introduits dans la chambre d'hôtel de la star américaine et lui avaient dérobé pour près de 9 millions d'euros de bijoux avant de la ligoter et de s'enfuir. Les peines vont de 5 000 euros d'amende à 8 ans de prison, dont 5 avec sursis, pour Aomar Haït Kedash, soupçonné d'être le cerveau du braquage, ce qu'il nie, même s'il a toujours reconnu y avoir participé. La procureure générale avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre lui. Le président de la Cour a qualifié ces peines de peu sévères, déclarant avoir pris en compte dans cette décision le fait que, je cite, aucun d'entre eux n'a fait parler de lui entre le moment du braquage et le procès, ainsi que l'état de santé des principaux protagonistes, tous d'un âge avancé et certains présentant plusieurs pathologies. De son côté, Kim Kardashian a dit être satisfaite du résultat du procès. Merci Elisara pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format le week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas le cas. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine.